Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Thomas Boustenoble, en charge de l'éducation chez Microsoft France. Et on va démarrer la session par une petite introduction, le temps de charger les slides. Voilà, pas d'intervention Microsoft sans PowerPoint. Mais voilà, on essaiera d'être le plus didactique possible. On a quelques vidéos sympas à vous montrer et on a également une table ronde aujourd'hui avec des intervenants que je vais laisser Béatrice présenter. Peut-être juste avant ça, notre partenaire Econocom, représenté par Clémentine. Voilà, on est sur le stand d'Econocom, il y a toute l'équipe Microsoft Éducation qui est présente. Je vais laisser peut-être Clémentine nous dire quelques mots sur Econocom et votre présence à Educatech et dans l'éducation. Merci Thomas, bonjour à tous. Donc, je suis Clémentine Bidard, directrice éducation chez Econocom. Et donc, nous sommes sur le stand pour info F26, F28, si vous voulez continuer les échanges à la suite de cette conférence. Alors Econocom, peut-être que vous ne connaissez pas, nous sommes en fait un partenaire qui accompagne les établissements scolaires et les collectivités locales dans la mise en place de leurs projets numériques depuis près de 30 ans. Donc ça fait 30 ans en fait qu'on parle éducation et éducation numérique. Et évidemment, bien sûr, on a vu émerger l'IA récemment. Et donc on a vu aussi toutes les questions, toutes les interrogations qu'on pouvait se poser autour de l'IA émerger récemment. Donc la salle remplie en est un bon exemple, parce que clairement, bien sûr, c'est un sujet qui interpelle. Et c'est vrai que pour nous, chez Econocom, l'IA, ça nous semble surtout une question de choix. Aujourd'hui, bien sûr, le choix de l'infrastructure sécurisée, adaptée, pour que tout fonctionne et tout soit aussi dans un cadre scolaire cohérent. Le choix aussi, bien sûr, des outils, des bons équipements, parce qu'on en reparlera, bien sûr, à l'intelligence artificielle, ça nécessite aussi un vrai choix d'équipements adaptés. Le choix de l'accompagnement aussi des équipes enseignantes, parce que c'est depuis 30 ans, nous, ça nous semble indispensable, bien sûr, que tous les outils qu'on met dans les mains des élèves et des enseignants, en fait, tout le monde sache très bien s'en servir. Et bien sûr, quand il s'agit d'intelligence artificielle, ça sera peut-être pour les enseignants comprendre les limites d'un prompt, savoir critiquer un prompt, savoir comment vraiment tirer le meilleur parti de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, après, chez Econocom, le choix, c'est aussi le choix des bons outils pédagogiques adaptés. Et je vais bien sûr parler d'Office 365, on en reparlera durant cette conférence. Bien sûr, ça nous semble absolument indispensable quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, notre ambition et vraiment notre conviction, c'est que l'intelligence artificielle va pouvoir vraiment permettre de démultiplier les possibilités en classe, de pouvoir proposer vraiment des pratiques pédagogiques totalement innovantes et vraiment on va pouvoir développer tout cet environnement numérique de manière complètement maîtrisée. Voilà. Merci beaucoup Clémentine. Alors peut-être pour gagner du temps, on va peut-être passer un premier quart d'heure où je vais vous partager des éléments sur le marché, sur les innovations technologiques, sur les usages que l'on voit. Et je laisserai la parole à Béatrice, à nos intervenants dans la foulée. Voilà, pour mettre un peu de contexte et essayer de gagner du temps. Alors, quelques mots sur le contexte. On a, nous, un pied dans l'entreprise et un pied dans le monde consommateur, et on a la chance chez Microsoft d'avoir une équipe éducation, qui est une équipe qui travaille et sur les technologies et sur la pédagogie. Donc on arrive à faire le lien entre les deux, et clairement les entreprises aujourd'hui nous disent on doit se préparer à l'IA, on a conscience que ça va aller vite, et le premier enjeu que l'on voit depuis 12 mois, c'est la formation. Donc j'ai une petite question pour vous. Qui utilise l'intelligence artificielle au quotidien, déjà, dans cette salle? Je dirais bien un bon 60%. Qui utilise un agent conversationnel, une IA, pour faire plus de 3 choses différentes? Synthèse de documents, autre. Ok, donc déjà un petit peu moins. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est dans la sensibilisation à l'IA, l'usage quotidien, la récurrence, et je vous rassure, toutes les entreprises en sont là aujourd'hui. Quand on regarde les statistiques d'usage
de nos solutions, notamment Copilot, on voit que souvent l'usage est très concentré pour faire une ou deux choses. Résumer un document, écrire un mail, rédiger une présentation. Or, il y a des dizaines et des dizaines de cas d'application. Donc voilà, on en est, je pense qu'on est passé de la curiosité il y a 12 mois à l'expérimentation. Mais mon message, c'est que je vous encourage vraiment à prendre le temps de vous former et à tester des choses pour préparer l'avenir. Un des objectifs, c'est aussi de répondre aux besoins de singularité des étudiants dans l'apprentissage. On est tous différents, on a tous une façon différente d'apprendre, on a des temps de disponibilité qui sont différents, on a une façon d'absorber l'information, de la partager qui sont différents, et une des promesses de l'IA, elle n'est pas technologique, elle est sociétale. C'est vraiment donner la possibilité à chaque élève d'apprendre à son rythme, en fonction de ses centres d'intérêt, en fonction de sa structure aussi neuronale, son schéma neuronal. Et ça, c'est aussi une des promesses de l'intelligence artificielle, d'avoir des contenus, des parcours, des expériences qui sont ultra personnalisés dans les mécaniques d'apprentissage. On a aussi des jeux de contraintes dont on a parfaitement conscience. Et une des opportunités, c'est aussi l'enseignant. Il n'y aura pas d'innovation pédagogique sans former le corps enseignant. Et donc, on a beaucoup d'investissements en formation aux côtés des académies, on va en parler tout à l'heure, pour justement s'acculturer à l'IA, mais surtout voir dans quelle mesure ça change la façon d'enseigner. Ça change la dynamique de la classe, ça change la méthodologie dans la création des contenus, dans le fait de les partager, dans le fait de faire travailler des élèves par petits groupes, par exemple. Et on voit, alors ça c'est une étude McKinsey, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas factuellement, 50 heures de travail par semaine pour un enseignant, et la moitié occupée par des tâches administratives. Donc là aussi, un des enjeux de l'IA, ça va être de faire gagner du temps sur la partie administrative pour pouvoir se reconcentrer sur le métier, voilà, qui est de passer du temps quand même avec les élèves. On a aussi ce principe d'apprentissage qui pourrait être beaucoup plus contextualisé et engageant. On a chez Microsoft une entité sur le jeu. On va beaucoup parler de jeux, de gaming aujourd'hui. Et on voit que le gaming répond à des enjeux d'apprentissage et stimule des parties du cerveau et développe des compétences douces qui sont transposables dans le monde notamment de l'entreprise. Et dans les innovations technologiques, on voit apparaître aussi de la gamification pour encourager les personnes à travailler ensemble, pour augmenter le taux d'engagement de certaines professions sur des applications métiers plutôt que sur des process à faible valeur ajoutée. Donc on voit que ce défi de la captation de l'attention, qu'on a vu monter ces dernières années avec les réseaux sociaux, on le voit dans l'entreprise. On n'arrive plus à répondre à nos mails, on est souvent dans une culture de l'instantanéité, et l'IA va pouvoir automatiser ces tâches répétitives, ces tâches récurrentes, pour qu'on ait plus d'oxygène pour retravailler sur nos compétences, pour travailler mieux ensemble, etc. etc. Et le gaming va s'inviter de plus en plus, je pense, dans le monde de l'entreprise, pour ces raisons-là. Alors ça, c'est un slide un peu compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'apprentissage accéléré, personnalisé, je pense qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses sur le salon aujourd'hui qui montrent les possibilités de l'IA, mais il y a toute une partie non visible de l'iceberg qu'il faut absolument travailler. La mise en place, par exemple, dans les établissements, dans les écoles supérieures, d'un comité IA, où on va pouvoir travailler la gouvernance. Quels sont les sujets qu'on va adresser en priorité? Est-ce qu'on a besoin que la pédagogie parle à la direction informatique? Est-ce qu'on a le bon niveau de sécurité sur les données? Est-ce qu'on est certain que les élèves n'accèdent pas à des informations confidentielles auxquelles ils ne devraient pas accéder quand ils utilisent de l'IA? Et donc, par ruissellement, on a une prise de conscience, en tout cas on l'a vu ces 12 derniers mois, sur il faut se structurer. Quand on a un comité de direction, on doit se structurer, on doit avoir une gouvernance, on doit choisir nos batailles. C'est pas l'IA de façon générique, c'est l'IA sur des sujets très précis. Par exemple, si le sujet c'est de mieux traiter le volume de candidatures au mois de mars-avril sur un temps court pour constituer les promos de septembre, on sait que ça coûte de l'argent, on sait que c'est compliqué, on sait que c'est important, notamment sur des problématiques de mixité, de s'assurer qu'on a un bon pack de candidates, notamment sur les métiers d'ingénieurs. Et donc tout ça, il faut le traiter de façon beaucoup plus industrielle. Et donc l'IA, sur ce process, peut apporter de la valeur ajoutée. Donc c'est ça qu'on essaie de partager aussi, c'est
anticiper, identifier les scénarios et, et travailler du coup en conséquence sur la cybersécurité, la data, etc. La formation, on a fait beaucoup de partenariats avec des écoles pour proposer de la formation aux élèves. De l'acculturation à l'IA, de l'acculturation à la cyber, notamment aussi quels sont les métiers, les nouveaux métiers que je vais pouvoir exercer en tant qu'étudiant. Et donc c'est un travail de fond qu'on mène avec Béatrice justement dans mon équipe pour qu'on ne soit pas uniquement sur des discussions technologiques, mais sur de la sensibilisation à l'IA. À quoi ça sert pour mon métier, comment je vais pouvoir l'exploiter en société, etc. Donc apprendre et enseigner avec l'IA, c'est le premier pavé, et c'est ce qu'on voit le plus émerger, notamment sur l'apprentissage des matières fondamentales. On a des expérimentations qu'on va évoquer tout à l'heure, qui sont très intéressantes. On a un gouvernement également qui a investi sur ces sujets-là, et c'est très intéressant de voir effectivement les progrès des élèves quand on les stimule sur l'apprentissage de la lecture ou des maths. Apprendre sur l'IA, donc pareil, on a des enseignants par exemple en littérature qui ont fait travailler leurs élèves sur la génération de poèmes. Et en générant un poème, ils ont obtenu un résultat sur lequel ils ont travaillé pour comprendre comment le poème a été créé par rapport à ce qui a été mis en entrée. Écrire un poème à la façon de Ronsard, on arrive à un résultat et ensuite l'enseignant a utilisé ce résultat pour le déconstruire et expliquer comment les alexandrins ont été générés, et il est revenu à chaque fois sur la partie théorique. Donc même dans des matières où on pourrait penser que finalement l'IA n'a pas sa place, en fait le processus de création permet de revenir sur les fondamentaux de la matière et d'engager un peu mieux les élèves. Donc en fait, le problème, il n'est pas technologique, il est vraiment sur l'application de la technologie dans la méthode et dans l'engagement avec les élèves. Et ça, c'est très intéressant parce que l'IA, finalement, c'est à la frontière de l'éthique, la socio, les maths, potentiellement la linguistique aussi. Et ça, ce sont autant d'opportunités pour se saisir du sujet sans se dire, ben, l'IA, c'est de la tech, c'est pas pour moi. En fait, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit sur le terrain avec des enseignants très impliqués. Et puis se préparer pour l'IA, mon métier, voir des expérimentations concrètes de l'IA pendant les périodes de stage, en usine ou dans des services administratifs. Donc de plus en plus, il va y avoir cette IA qui va se développer. Alors on a une petite vidéo pour illustrer ça. Je vais voir avec la régie si on peut la lancer. C'est une expérimentation qu'on a fait avec justement les services de l'inspection académique, des enseignants référents à l'école François Giroud à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Donc, pas très loin d'ici, on fait du local, voilà, comme vous pouvez voir. Donc on va voir si cette petite vidéo peut fonctionne. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est un cerveau qui réfléchit à la place des humains. Si tu as quelque chose que tu sais pas et que tu aimerais savoir, bah, tu demandes à une assistante. Cet après-midi, on va faire découvrir l'intelligence artificielle à des élèves de CM1 et CM2. Ça veut dire qu'ils vont utiliser l'intelligence artificielle, d'une part pour apprendre à mieux lire. Voilà, ils vont se faire aider par une intelligence artificielle qui va les accompagner dans l'apprentissage de la lecture. Et puis d'autres vont utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre l'art du prompt. Donc ça veut dire qu'ils vont faire écrire à l'intelligence artificielle un certain nombre de textes et faire créer aussi à l'intelligence artificielle des images. L'intelligence artificielle touche toute notre société, donc soit on laisse passer ce vent nouveau, soit on s'en saisit immédiatement, et ça a été le choix grâce à nos deux enseignants référents numériques. Et donc tous les jeudis après-midi, nous avons initié ces ateliers qui permettent à des classes de cycle 3 de voir de plus près ce qu'est l'intelligence artificielle et l'expérimenter. Les objectifs d'usage de l'intelligence artificielle auprès des élèves sont nombreux. Le premier, c'est leur permettre de découvrir ce nouvel outil qui arrive au quotidien dans leur vie et leur permettre de se l'approprier, de mieux le comprendre pour ne pas en avoir peur et surtout d'être créatifs par rapport à cet outil qui offre des possibilités pédagogiques très intéressantes. Tu vas appuyer sur le début. À ce moment-là, tu vas avoir un texte qui s'affiche, que tu vas lire à voix haute. À partir de la lecture, il va l'analyser et il va te donner les 5 mots que tu as le moins bien prononcés. La plaine était magnifique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle voit les mots que j'ai hésité et du coup, ils vont me les faire reprononcer pour que je lise bien. Vous avez tout compris, c'est intéressant parce que comme ça améliore sa lecture et donc c'est mieux pour moi. Ça permet d'avoir un apprentissage personnalisé. Donc on gagne beaucoup de temps du côté de l'élève
Et on gagne aussi beaucoup de temps du côté de l'enseignant, parce que l'enseignant, derrière, il a finalement un rapport qui est généré et qui identifie les principales difficultés de ses élèves de manière très très synthétique. Est-ce que tout ce que dit l'intelligence artificielle est forcément vrai? Non. Alors, quelles sont les précautions que l'on doit prendre pour s'assurer que ce soit véridique? Oui. Les sources, exactement. Le second atelier consiste à produire du texte à partir de la création d'images réalisées par les élèves. Comment sera l'école dans le futur? Alors, on a 4 images qui sont apparues concernant l'école du futur. Vous allez devoir inventer 3 phrases concernant cette école du futur. Cette expérience, elle est assez unique. On ne l'a faite que à Issy-les-Moulineaux, au sein de l'école François Giroud, donc avec Sébastien Cherita et ses collègues du réseau IRUN 92. On est gagnant-gagnant et on crée comme ça beaucoup d'innovations. Pour nous, eh bien, c'est une chance d'être un territoire d'expérimentation. Je salue encore une fois le travail des enseignants référents numériques qui permettent de faire le lien avec ce partenaire pour que peut-être nos remarques puissent amener à perfectionner les outils. Dans le cadre de nos ateliers autour de l'intelligence artificielle, les élèves bénéficient d'un atelier autour de l'EMI, l'éducation aux médias et à l'information, et notamment l'usage d'une web TV. Silence, ça tourne. Bonjour, aujourd'hui nous avons appris à utiliser une intelligence artificielle. On a trouvé ça super utile et ça nous a appris beaucoup de choses. Bonne journée à tous, c'était Marianne et Rose. Voilà, j'espère que ce cas illustre bien le travail d'expérimentation pour reprendre les éléments de langage. Je veux remercier Sébastien Cherita qui est effectivement enseignant référent numérique qui fait un énorme travail d'expérimentation de fond. Ce qui est intéressant dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de dichotomie entre le temps d'écran ou le papier. On fait les deux. L'écran, d'ailleurs l'écran souvent à plusieurs, donc les élèves communiquent entre eux, et ensuite on écrit des histoires sur papier. Voilà, donc c'est aussi intéressant dans la méthode, dans le flow pédagogique de voir comment ça peut s'articuler avec une classe de CM2. Alors, donc notre vision, effectivement, elle est d'une part d'accompagner les établissements dans l'appropriation de ces technologies pour bien anticiper tout ce que ça implique sur la formation, sur la mise en place des outils, sur le temps nécessaire aussi à expérimenter. Voilà, pas toujours être dans la descente dense des programmes, mais aussi s'autoriser à faire un peu d'expérimentation. Accompagner les enseignants, donc avec beaucoup de formations sur LinkedIn Learning, sur Microsoft Learn, on a des plateformes avec beaucoup de contenu. On s'est engagé d'ailleurs dans le cadre de Choose France, du sommet Choose France, au côté du président Macron, à investir 4 milliards d'euros en France dans des centres de données, mais aussi à former 1 million de personnes à l'IA. Voilà, on sait que ce sera essentiellement des enseignants sur le million de personnes. Les élèves, bien entendu, accompagner les élèves sur l'usage, l'éthique, mettre en place un cadre et également développer des compétences nouvelles. Et ça, on le voit beaucoup dans l'enseignement supérieur, sur, par exemple, sur les métiers de la finance pour faire des prédictions, modéliser des prédictions grâce à l'intelligence artificielle. Dans la fonction du marketing, on va pouvoir automatiser complètement des campagnes de A à Z. Et je cite souvent cet exemple d'élèves qui arrivent en candidature dans les écoles de management et certains savent déjà lancer des campagnes marketing en ligne, créer des sites de dropshipping. Ils arrivent avec des compétences à 17 ans que certains profs de marketing n'ont même pas dans l'école. Donc on a aussi un changement de paradigme qui oblige les écoles à accélérer la formation des enseignants et à injecter toutes ces nouveautés dans les cursus de formation de l'enseignement supérieur. Donc on a des cycles courts. Voilà. Donc on sait que si on n'accompagne pas les enseignants, tout le reste sera compliqué quand même à dérouler. Et les parents, voilà, informer les parents, ne pas opposer temps d'écran, gaming et nouvelles capacités d'apprentissage. Et je laisserai Chloé aborder le sujet tout à l'heure. Alors, de façon plus spécifique, donc on connaît Microsoft pour les outils Office, Windows, le poste de travail, mais ce qu'on sait moins, c'est que depuis des années, on a développé sur ces solutions collaboratives des fonctionnalités, notamment d'accessibilité numérique. Donc typiquement, pour les élèves qui ont des troubles 10, qui ont des difficultés de lecture, on a un lecteur immersif, on a de la traduction automatique, et aujourd'hui, grâce à l'IA, on atteint des qualités de traduction et d'interactivité qui sont incroyables. Donc ça, ce sont autant de petites
capacités qui arrivent dans les outils collaboratifs du quotidien et qui vont permettre aussi d'avoir une meilleure inclusivité dans la démarche pédagogique. Et par-dessus ça, on a développé ce qu'on appelle des accélérateurs d'apprentissage. Ça, c'est assez nouveau, c'est tout ce qu'il y a au-dessus, pour justement apprendre la lecture, apprendre les maths, apprendre à présenter. On peut s'enregistrer face caméra pour faire son exposé, et l'IA donne des conseils à l'élève sur sa présentation. Donc tout ça arrive dans des outils collaboratifs. On a des applications également disponibles sur certains modules qu'on peut télécharger sur les App Store, et en tant que parent, on peut aussi les tester pour générer des histoires avec ses enfants et puis leur faire apprendre à lire aux côtés du corps enseignant, bien entendu. Ce qu'on voit de plus en plus arriver, c'est la partie qui est tout en haut à droite, c'est l'analytique. À quel moment on peut aider un enseignant à obtenir des données, on le voyait un peu dans la vidéo, pour ajuster la façon dont on va faire le cours dans la journée. Par exemple, on a une solution qui s'appelle Reflect, qui permet de mesurer le bien-être des élèves. Donc, vous leur dites, voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu es plutôt ensoleillé? Est-ce que c'est plutôt nuageux? Comment tu te sens? Et en fonction des résultats, on voit un peu la température de la classe. On sait si on va pouvoir s'appuyer sur quelques élèves qui ont dans leur tête une journée ensoleillée devant eux, et puis ceux qu'il faudra aller chercher un peu plus. Et voilà, donc, tous ces aspects de données vont converger pour aider l'enseignant peut-être à ajuster son cours, ajuster la méthode et l'alerter. Voilà, avoir un véritable assistant à ses côtés pour aller renforcer la démarche pédagogique. Donc l'accessibilité, on le voit dans Word, dans Excel, etc. On a ces outils de dictée vocale, de lecteur immersif, et on met énormément l'accent sur ces sujets-là chez Microsoft. C'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Et ce sont des choses standards, souvent sous-utilisées parce qu'on les méconnaît, mais qui sont très utiles. Alors, on va essayer d'avancer un peu vite. Je vais vous parler de copilote, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il y a plusieurs IA. Il n'y a pas une IA. Pour être de façon très schématique, vous pouvez utiliser aujourd'hui des IA sur le web. Il y a beaucoup de choses gratuites qui vous permettent d'interagir, de poser des questions, de créer des images, de créer des textes, de synthétiser des documents. Ça, c'est des choses assez courantes. Vous avez ensuite des IA dans le monde de l'entreprise pour justement travailler sur des présentations, travailler sur des tableurs, etc. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Et vous avez de plus en plus ce qu'on appelle des agents spécialisés en marketing, des agents peut-être spécialisés en production de contenu pédagogique. Donc on voit une sorte de verticalisation de ces agents qui vont être de plus en plus spécialisés et qui vont aider tout un tas d'interlocuteurs dans le système éducatif sur leur métier. Donc ça, c'est assez nouveau. Ce sont des choses qui ont été présentées par OpenAI, avec qui on travaille, mais il y a fort à parier que ces agents vont de plus en plus être spécialisés pour apporter des réponses précises. Et puis, il y a un dernier élément, c'est si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces nouveaux agents spécialisés ou transverses, vous pouvez créer votre propre agent. Et aujourd'hui, avec les technologies no-code, low-code, où il n'y a pas besoin de savoir développer en dur, on peut, de façon très visuelle, se créer son propre agent, lui faire ingérer ses cours, son contenu, des sources qui vous inspirent en tant qu'individu, et avoir une sorte de moi augmenté qui peut à tout moment interagir avec le système scolaire, avec éventuellement des parents qui ont des questions ou des élèves quand je ne suis pas disponible en tant qu'enseignant. C'est pas à la place d'eux, mais c'est une forme d'extension pour pouvoir être plus disponible et se reconcentrer encore une fois sur son métier. Et on va avoir des agents comme ça qui vont devoir discuter entre eux. Donc typiquement dans l'enseignement supérieur, on voit beaucoup d'écoles qui commencent à mettre en place des agents conversationnels pour les étudiants, pour faciliter leur vie étudiante. Trouver un logement, trouver un stage, rattraper un cours. Il y a de multiples besoins tout au long de la vie étudiante qui souvent ont des réponses dans des silos, avec des correspondants différents, avec des réponses qui sont parfois pas totalement alignées. Donc déjà, avoir ce principe d'un agent au service de l'étudiant, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver. La partie pédagogique également, avoir un agent pour apprendre, pour se connecter au LMS, pour fournir un parcours personnalisé, c'est aussi quelque chose qu'on voit. Donc il faudra gérer cette multiplicité d'agents dans le temps
c'est ce qu'on appelle le multi-agent, et ce sont des choses qui arrivent sur le marché. Alors peut-être quelques exemples, et une petite vidéo sur Copilot. Alors qui connaît Copilot ou qui utilise Copilot déjà? Peut-être? Ok. Allez, une petite vidéo, et puis après, on vous montrera des cas spécifiques. Donc voilà un exemple d'usage de Copilot avec des outils que vous connaissez comme Word, Excel ou PowerPoint pour créer un cours sur la photosynthèse. Et vous voyez, en créant dans le processus de création du cours, je vais chercher des documents de référence, je fais appel à des collègues experts sur d'autres sujets qui pourraient m'aider à créer ce cours sur la photosynthèse, et rapidement j'ai une structure de cours, et sur la base de cette structure du cours, je peux, dans PowerPoint, générer toute la présentation avec les notes en bas de page, plus les visuels associés de mon cours. Alors c'est pas parfait, on va pas se mentir, mais ça fait déjà une trame sur laquelle on peut travailler, sur laquelle on peut itérer, et ça peut faire gagner du temps. Je peux créer des quiz également. Donc encore une fois, tout ça avec des outils du quotidien, et l'objectif c'est que on est de moins en moins à se former sur tous ces outils, parce qu'en langage naturel, on va pouvoir exploiter des choses qu'on ne savait pas exploiter auparavant. Par exemple, dans Excel, qui sait faire une table pivot? Voilà, il y en a moins que celles et ceux qui utilisent l'IA. En fait, demain, on va pouvoir analyser par exemple l'écart type sur les moyennes d'une classe, enfin sur les notations d'une classe, et sur la base de cette analyse en Excel, demander à Copilot génère-moi une table pivot. Allez, ça va générer la table pivot sur laquelle ensuite vous pourrez creuser, aller chercher plus de données ou présenter les données de façon différente. On pourra demander, analyse-moi ces données. Quel est l'écart type? Quelles sont les conclusions auxquelles je devrais arriver sur l'analyse de cet écart type dans ma classe de maths, par exemple. Et ça, c'est autant de choses qu'on peut, voilà, qui vont faciliter, je pense, l'usage du quotidien. Alors, je vais pas avoir le temps, malheureusement, de vous présenter tout ça, mais voilà, dans Word, dans Excel, voilà, dans Teams également, dans les meetings Teams, de plus en plus, ce que vous allez avoir, c'est la synthèse de ce qui s'est dit pendant la réunion. Et à tout moment, je vais pouvoir appeler Copilot pour lui dire tiens, sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais me trouver le document qui donne le pourcentage d'adoption de ChatGPT dans l'enseignement supérieur? Et Copilot va être un membre de l'équipe à part dans la réunion pour appeler des données pour venir augmenter l'échange et factualiser l'échange dans une réunion. Donc c'est pareil, c'est une sorte de coach d'équipe. Voilà. Il ne fera pas la réunion à votre place, il faudra quand même y aller. Si vous n'y allez pas, vous pourrez quand même relire le transcript, voire même interroger le transcript pour dire est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je dois passer un petit peu de temps et sur lesquelles j'ai une action. Donc voilà, c'est tout un tas de petites choses qui vont être automatisées, qui vont apporter de la simplicité. Alors, on va très rapidement, donc voilà, ça c'est l'exemple d'agent conversationnel que j'évoquais tout à l'heure dans l'enseignement supérieur, pour voilà, trouver mon campus, avoir de l'assistance sur mon poste de travail, pouvoir rattraper un cours, etc., etc. Donc ce sont des agents conversationnels complètement personnalisés. Donc c'est aussi pour l'opportunité d'un établissement de développer sa marque, entre guillemets, sa marque, pas employeur, mais sa marque école. Voilà, beaucoup de choses qu'on fait également sur des tuteurs personnalisés au niveau européen, sur des partenariats avec Oxford, notamment en Angleterre, et puis des nouvelles technologies qui vont aussi, notamment dans l'immersif avec Microsoft Mesh, qui vont apporter aussi la possibilité de faire des cours à distance
pour des élèves qui ne pourraient pas se rendre en classe pour X raisons. Alors, on a vu avec le Covid, mais il y a d'autres raisons. Donc on voit toujours ce développement de l'enseignement hybride avec de la gamification qui devient plus simple, mais tout de même qui va nécessiter de passer du temps sur la méthodologie et l'organisation des classes. J'en termine là. On a sur le stand des petites fiches, parce qu'on fait de l'écran, mais on fait aussi quand même du papier recyclé, bien sûr. Et on a des petites fiches comme ça pour apprendre à prompter avec Copilote pour les enseignants, les directeurs d'établissement. Donc voilà, si vous passez sur le stand, on pourra vous donner ces petites fiches. Et il y a plein de formations gratuites aussi auxquelles vous pouvez accéder sur ces outils-là. J'en termine là pour laisser du temps également à nos intervenants que je remercie de nouveau d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Thomas, bonjour à tous. Alors dans cette deuxième partie de notre conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Chloé Vigneault et puis David Latouche. Alors avec nos deux intervenants que je laisserai évidemment se présenter, je vous propose d'aborder deux thématiques. Déjà de recueillir leur point de vue, leur retour d'expérience et d'expertise sur l'intelligence artificielle de manière générale. Et puis ensuite, on abordera un deuxième sujet qui est comment on prépare aussi, dans le cadre de l'éducation nationale, ces futures générations à ces sujets, au monde en fait de demain et aux nouveaux métiers. Et en particulier aussi à la cybersécurité. On parlera beaucoup de cybersécurité avec Monsieur Latouche, puisque un des dommages collatéraux, on va dire, de l'intelligence artificielle, c'est aussi l'augmentation de la cybercriminalité. Et donc il faut se préparer et préparer les futures générations à ces sujets et le voir aussi comme une opportunité. Voilà. Chloé, peut-être, je te laisse vous présenter. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi j'ai deux casquettes. Une première casquette recherche, puisque je suis co-responsable du GTNUM Apprendre par la création de jeux vidéo, qui est au sein de la chaire Sciences et Jeux vidéo de l'École Polytechnique. Donc je travaille avec Catherine Roland sur ce sujet. Et je suis également directrice générale de mon agence. On fait des projets autour de jeux, éducation et formation professionnelle. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis David Latouche, je suis l'un des adjoints au DRAN, donc le délégué de région académique au numérique éducatif donc, de l'Académie de Versailles, et donc je suis chargé de l'accompagnement des enseignants aux formations pour le numérique, et également j'ai en charge la e-formation, la e-éducation, et également voilà, le copilotage du GT Sécurité numérique. Première question à tous les deux pour nous mettre dans l'ambiance. Quel est votre réflexe IA ou IA générative au quotidien, ou vos usages? Alors moi je l'utilise beaucoup et de plus en plus, d'abord pour créer des activités pédagogiques. Voilà, ça c'est clairement pour le volet professionnel. Moi je crée beaucoup de ressources pédagogiques, donc ça accélère la production et ça me challenge aussi dans les idées pédagogiques que je peux proposer. Et puis d'autre part, sur la partie recherche, j'ai beaucoup de données à analyser dans mes expérimentations, beaucoup de statistiques, donc là ça facilite énormément le traitement statistique. Également dans mes usages au quotidien, j'utilise en fait régulièrement l'IA pour en fait synthétiser des corpus en fait assez importants d'informations, et donc ça me permet en fait d'aller à l'essentiel pour après pouvoir en fait analyser plus simplement en fait toutes ces informations. Bien. Et l'impact alors de l'IA, comment vous avez pu le voir aujourd'hui, soit par des retours terrain, soit dans des travaux de recherche ou autres? Là, on le voit très concrètement. Moi, ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le suivi personnalisé des élèves. J'avoue que c'est un enjeu fort parce que moi, je travaille avec parfois des élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Donc, on a besoin de cibler et de mieux comprendre leurs difficultés pour adapter l'enseignement. Thomas en a parlé un petit peu, mais clairement, l'IA, c'est un atout là-dessus. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un vecteur de motivation. On voit par exemple une étude des chercheurs de Toronto qui ont pris une cohorte d'élèves de 10 à 17 ans qui leur ont fait travailler avec l'IA sur Python. Un groupe avec l'IA, un groupe sans, et le groupe avec l'IA, on voit clairement qu'ils ont pu effectuer plus facilement les tâches et surtout qu'ils sont plus motivés à poursuivre l'apprentissage. Et c'est ça qui est intéressant au-delà de la production, c'est est-ce que ça nous incite et ça nous fait progresser et ça nous motive dans la poursuite de l'apprentissage. Alors de mon point de vue, en fait, les IA génératives en fait, permettent aux enseignants d'optimiser en fait, le traitement de certaines tâches chronophages. Je pense en particulier lors de la phase de conception de séquences pédagogiques. Donc, une intelligence artificielle va leur permettre, par exemple,
de pouvoir rapidement avoir le plan d'un cours, également de pouvoir avoir en fait des idées d'activités documentaires, de pouvoir également leur permettre en fait d'arriver plus rapidement en fait à l'obtention de certains résultats qu'ils auraient pu faire mais avec un temps beaucoup plus long. Et donc du coup ça va leur permettre en fait de proposer des activités telles que des exercices, des quiz, voire des évaluations formatives en un temps beaucoup plus condensé que ce qu'ils auraient pu faire en fait d'une manière assez normale. De mon point de vue également, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est en fait la différenciation des activités pédagogiques. C'est-à-dire qu'en fait, un enseignant peut très bien en fait, avoir déjà conçu une activité ou un exercice, mais grâce à l'intelligence artificielle, il va pouvoir par exemple en proposer plusieurs déclinaisons. Donc des déclinaisons qui vont faire intervenir des niveaux de guidance qui vont être différents. Donc ça peut aller pour un niveau d'expertise le plus élevé des élèves d'une résolution en fait d'une tâche complexe, une résolution de problème. Et puis après des adaptations qui vont permettre en fait à des élèves qui n'ont peut-être pas ce niveau d'expertise de pouvoir en fait proposer des guidances en fait plus adaptées avec par exemple beaucoup plus de questions intermédiaires. Donc là, moi, j'y vois vraiment une véritable plus-value en termes de pédagogie. Le corollaire, bien évidemment, c'est que ça va nécessiter de la part des enseignants de maîtriser ce qu'on appelle l'art du prompt. Tout à l'heure, Thomas en parlait. Donc il y a une vraie logique en fait à acquérir par rapport en fait à l'optimisation de la manière dont on va adresser une requête en fait à un grand langage de modèle qui est mobilisé par une IA. Et donc, ce sont des choses qui s'apprennent et auxquelles il faut acculturer en fait les enseignants. Si je peux rebondir voilà, sur ce que disait David, moi, là, ce qui me paraît intéressant, c'est l'apprentissage par essai-erreur. Comme avec l'IA, on va pouvoir générer beaucoup plus d'exercices, parce qu'un enseignant a un temps limité, il ne peut pas produire 50 000 exercices non plus. Avec l'IA, il va pouvoir en générer beaucoup plus, donc offrir beaucoup plus d'occasions d'apprendre par essai-erreur aux élèves, et lui, en retour, obtenir, comme on l'a dit, un peu plus de données. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on va voir les difficultés, mais aussi la progression des élèves au fur et à mesure de tous les exercices qu'ils vont pouvoir réaliser en fait. On voit bien le potentiel. En revanche, comment on s'y prépare concrètement? Donc, il y a évidemment un enjeu de formation. Est-ce que vous avez des recommandations à faire à ce sujet? Alors, l'Académie de Versailles, en effet, réfléchit maintenant déjà depuis plusieurs mois à un plan d'accompagnement des enseignants sur les usages, on va dire, raisonnés, éthiques et éco-responsables en fait, de l'IA. Donc, depuis maintenant plusieurs mois, il y a eu la création d'un GT académique consacré aux questions de l'intelligence artificielle, qui regroupe en fait plusieurs IA hyper en fait, de différentes disciplines. Et donc, ce groupe-là, par exemple, a commencé à réfléchir à des usages disciplinaires de chatbots qui vont permettre en fait de pouvoir proposer des aides différenciées en fait aux élèves. Donc là, ces chatbots vont s'appuyer sur un système de markdown qui va pouvoir être géré en fait facilement par les enseignants et qui va permettre en fait d'avoir un compagnon, proposer un compagnon en termes d'apprentissage pour les élèves. Et en ce qui concerne la DRAN de Versailles, on a bien évidemment maintenant dans le cadre du plan académique de formation continue des enseignants du second degré, on propose déjà un certain nombre de modules de formation pour que les enseignants puissent s'approprier les grands enjeux de l'intelligence artificielle dans le champ de l'éducation et également les amener en fait, à maîtriser en fait, le corpus de connaissances nécessaires pour en faire un bon usage. Donc on parlait tout à l'heure de l'art du prompt, il y a également toutes les problématiques qui vont être liées aussi sur le questionnement du RGPD, parce que c'est en fait un point qui est extrêmement important. Donc autant c'est vrai que en fait, pour le moment, des enseignants peuvent utiliser assez librement pour un usage professionnel à la maison en fait les IA, autant pour le moment en classe, on a quand même un certain nombre de réserves, et donc c'est pour cette raison-là qu'on est en attente en fait d'une doctrine des usages de l'IA pour l'éducation qui devrait normalement être publiée courant décembre ou janvier par le ministère de l'Éducation nationale et qui va donner en fait les grandes lignes, les grands invariants et les points de vigilance pour un usage, on va dire, raisonné de l'intelligence artificielle par les élèves.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir, donc là on est en attente effectivement des directives, mais on a pu voir que l'UNESCO a d'ores et déjà publié des propositions de plan d'action autour de l'IA qui s'articulent autour de 3 axes en gros. Comprendre, appliquer et créer. Alors comprendre parce qu'il va falloir que les enseignants comme les élèves sachent comment fonctionne l'IA, ça c'est un prérequis indispensable aujourd'hui. Appliquer, ça veut dire justement savoir faire des prompts, savoir utiliser l'IA à bon escient. Et créer, donc ça c'est la dernière étape, et c'est ce qu'on peut appeler un peu un niveau expert, ce que Thomas a évoqué tout à l'heure, c'est arriver à créer son propre modèle de données ou à entraîner son propre agent conversationnel, parce que là on peut considérer qu'on va pleinement exploiter l'IA au service de nos documents et de nos objectifs pédagogiques. Alors, entrer dans le monde de l'IA, ça implique aussi changer ses compétences. Ok, on peut se former, on peut apprendre du prompt, etc. Mais fondamentalement, on a besoin d'acquérir en fait ces nouvelles aptitudes. Et le grand sujet, c'est aussi comment on dote les futures générations des compétences qui leur seront utiles, bien sûr, en tant que citoyens, mais aussi nécessaires pour leur future employabilité dans cet univers en fait en mutation. Juste avant de recueillir vos points de vue sur le sujet, je voulais juste partager ces résultats d'une étude Microsoft qui a été menée au niveau mondial auprès d'à peu près d'un peu plus de 30 000 entreprises, là sur l'année 2024, et on voit déjà que 66% des dirigeants affirment en fait que l'IA est une compétence importante à avoir en termes d'employabilité. Voilà, 66% des dirigeants n'embaucheraient pas quelqu'un sans compétence en IA. Et c'est aussi une opportunité pour prendre plus de responsabilités dans sa carrière. Et puis, c'est quelque chose que l'on va potentiellement privilégier par rapport à de l'expérience. Donc voilà, c'est un impératif qui commence vraiment à se dessiner. C'est évidemment une tendance mondiale qu'on va retrouver également en France. Et l'aptitude à l'IA, ce n'est pas le prérequis des fonctions techniques, des métiers techniques. On voit, alors effectivement, là vous voyez des métiers qui sont plutôt dans le domaine du tertiaire, mais on voit que un certain nombre de typologies de métiers commencent à acquérir ces compétences, cette compétence en intelligence artificielle, que ce soit dans le domaine de la création, dans le domaine de la programmation du logiciel, ou dans des fonctions plutôt orientées business. Donc on commence à voir émerger de manière assez conséquente une transversalité de ces compétences en intelligence artificielle qui sont requises. Et puis la corollaire de ça, et je vous laisserai peut-être réagir et garder ce sujet en tête, c'est l'importance de la cybersécurité, évidemment, avec les cyberattaques qui augmentent de manière assez conséquente. Hein. Vous voyez, entre 2022 et 2023, donc en un an, on est passé de 3 milliards à 30 milliards d'attaques sur les mots de passe. Donc c'est quelque chose d'assez important auquel il faut préparer aussi les futures générations. Voilà. Donc Chloé, peut-être en réaction, je voulais peut-être avoir votre réaction sur justement cette fameuse aptitude à l'IA et ses compétences, parce qu'il y en a plusieurs qu'il faut commencer à acquérir autour de l'intelligence artificielle. Oui, complètement. Alors, on a parlé des fameuses compétences du 21e siècle, des compétences transversales. Alors là, on est en plein dedans, hein, comme dès qu'on utilise le numérique en classe, on va mobiliser tout ce qui va être des compétences de résolution de problèmes, puisque l'IA va nous permettre de résoudre des problèmes, mais on va aussi devoir réfléchir à la manière dont on interroge l'IA. Donc c'est en soi un questionnement, c'est en soi mettre en œuvre cette compétence-là. Ensuite, on a la compétence de la pensée critique, de l'analyse critique, puisqu'on l'a vu, l'IA n'est pas parfaite, ne donne pas forcément 100% de bonnes réponses, donc il faut aussi savoir prendre le recul et aller chercher, vérifier ses sources au même titre que n'importe quelle recherche dans un moteur. Et puis, on l'a vu, hein, les métiers de la création numérique sont particulièrement touchés et impactés par l'IA. Donc, ça commence à devenir indispensable de savoir utiliser l'IA dans un processus de créativité et de création. Donc, nous, par exemple, dans des ateliers de création de jeux vidéo qu'on mène en classe, on utilise l'IA pour justement essayer de créer des personnages ou s'aider sur la programmation. Et ça permet aux élèves de s'initier très concrètement en produisant quelque chose de très concret, un jeu par exemple, mais en mettant en œuvre ces capacités-là. Donc, clairement, l'IA, c'est un outil de plus parmi tous les outils numériques qui va être essentiel pour travailler les compétences transverses. David, dans les minutes qui nous restent, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la sensibilisation à la cybersécurité qui est menée notamment à travers la campagne cybersécurité, mon futur métier?
Alors oui, tout à fait. Donc l'Académie de Versailles, maintenant depuis 3 ans, a un partenariat en fait avec Microsoft pour proposer le kit qui s'appelle la cybersécurité mon futur métier, qui est un kit en fait sous licence 4.0 internationale, Creative Commons. Et donc on a en fait un système d'inscription pour les établissements volontaires. Et suite en fait à ces inscriptions-là, les équipes en fait d'ingénieurs de Microsoft se rendent dans les établissements volontaires, présentent le kit, donc pour également, on va dire, éduquer les élèves en fait au geste d'une bonne hygiène numérique, leur donner des conseils sur les choses auxquelles il faut qu'ils fassent attention afin notamment de maîtriser leur empreinte numérique, hein, ça c'est un point qui est essentiel. Ça s'inscrit pleinement dans notre logique d'éduquer à la citoyenneté numérique en fait tous nos élèves. Et donc on a ce programme-là qui fonctionne maintenant très bien. Donc les ingénieurs en fait échangent aussi avec les enseignants et les élèves autour des métiers de la cybersécurité, puisque la cybersécurité c'est quand même un secteur d'activité qui est en forte tension à l'heure actuelle de talent, puisqu'il manque environ, je crois, 45 000 postes hein, dans ce domaine-là. Et donc ça permet tout simplement aux élèves, à travers le dialogue qu'ils vont pouvoir entretenir avec des experts du domaine, et bien de se dire bah, finalement oui c'est peut-être un ou des métiers qui pourraient m'intéresser, et donc bah, je vais faire le nécessaire en effet pour pouvoir valider en fait ces métiers-là à travers un parcours on va dire universitaire. Un point également qui est très important, c'est que là à l'heure actuelle on a un programme qui a touché quand même plus d'une centaine de classes. Et on est à peu près depuis 3 ans à 5000 élèves qui ont pu bénéficier de ce dispositif-là. Donc ce dispositif s'inscrit dans d'autres actions que nous menons au sein de notre académie. Nous sommes assez, comment dirais-je, engageants sur les problématiques de la cybersécurité, qui n'est pas forcément au départ, on va dire, quelque chose qui est forcément sexy, mais qui est pourtant essentiel en fait au niveau de la résilience des systèmes d'information aux attaques informatiques. Tout à l'heure, Béatrice, tu en parlais, l'intelligence artificielle, ça permet aussi aux hackers de pouvoir en fait proposer des messages de phishing de plus en plus élaborés, exemple de toute faute d'orthographe, de toute erreur grammaticale, et donc on doit avoir une vigilance accrue en effet sur ce type d'attaque. Merci à vous deux. Peut-être un mot de conclusion ou un conseil ou un avis que vous auriez envie de partager avec la salle concernant la suite avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis très curieuse de voir comment tout ça va évoluer parce qu'en fait, on est quand même au début de la prise en main de ces usages-là en classe. Donc, je suis très curieuse de savoir comment ça va changer potentiellement l'éducation. Et comme je le disais, et je le rappelle parce que ça me tient à cœur, vraiment, comment est-ce qu'on va pouvoir essayer d'aider les élèves les plus en difficulté grâce à ces outils-là. Ça me paraît être un levier assez intéressant. Et le rôle de l'institution, donc de l'éducation nationale, bien, c'est d'accompagner cette lame de fond de l'IA et donc d'apporter tous les éléments d'acculturation aussi bien au niveau des enseignants que des élèves, et en particulier dans une logique en fait d'éthique, d'usage raisonné, et également voilà de choses qui vont leur permettre en fait de pouvoir en faire un usage à la fois dans leur vie, on va dire privée, mais également dans leur vie professionnelle à venir. Merci. En conclusion, je voulais juste partager ces quelques ressources qui sont à votre disposition pour continuer cette sensibilisation soit à l'IA, soit à la cybersécurité. Donc l'adresse en fait ak.ms/cyberkit qui vous permet d'accéder au kit cybersécurité dont on a parlé, et puis un certain nombre de tutoriels inspirés par l'univers Minecraft qui sont proposés pour sensibiliser à l'IA ou sensibiliser à d'autres sujets du numérique. Et puis aussi ce site qui peut être intéressant, Thomas mentionnait tout à l'heure, Microsoft Learn, sur lequel vous allez trouver de très nombreux parcours de formation ou d'acculturation, des parcours agnostiques également sur l'IA et sur Copilot. Voilà, il nous reste 5 minutes peut-être pour prendre quelques questions de la salle. Merci.
Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, Grégoire Chatignon, moi je dirige une école d'informatique et de cybersécurité à Versailles. On va former des techniciens en alternance. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu soufflé froid peut-être avec ma question. Moi, je m'aperçois que mes étudiants utilisent de plus en plus dans les rapports que je leur demande de rédiger l'intelligence artificielle. Du coup, je pense qu'on y perd un petit peu en réflexion personnelle. Est-ce que vous auriez des pistes à nous donner pour éviter justement ce genre de travers, voire les détecter? Merci. Alors, on est confronté aux mêmes problématiques pour être jury dans des masters avec des mémoires qui commencent à être intégralement rédigés en IA. Alors, pour les détecter, on commence quand même à avoir des pistes, hein, des tournures de phrases, des manières de s'exprimer l'IA, et au fur et à mesure, on apprend à détecter ce genre de choses. Par contre, la problématique, elle est plus comment est-ce qu'on évite, on incite les élèves à ne pas seulement copier-coller. Et là, justement, ce qui peut être intéressant, parce que, en tout cas, moi, je travaille plus au niveau lycée, mais c'est justement d'accompagner, au moment de la rédaction des rapports, accompagner les élèves directement en classe dans l'usage de l'IA pour la rédaction de leur rapport, mais pas pour rédiger le rapport, pour justement aller co-construire éventuellement un texte, aller trouver des pistes de réflexion, des idées pour approfondir certains sujets, mais bien leur montrer la distinction entre utiliser l'IA pour s'aider dans la conception et la rédaction, et non pas juste copier-coller le texte généré par l'IA. Ça, c'est un apprentissage qui va être difficile, mais qui doit être mené dans les prochaines années. Ah oui, j'abonde dans ce que vient de dire en fait Chloé. Donc oui, évidemment, même la détection en fait, on va dire de production réalisée par l'IA peut conduire à des faux positifs ou des faux négatifs. Hein. Vous avez même par exemple le cas d'élèves ou d'enseignants qui vont rédiger un texte, et finalement, si vous le passez en fait dans un détecteur d'IA, ce détecteur risque de vous dire en fait que ce texte n'est pas en fait un texte émanant d'un humain. Donc il faut aussi se méfier des outils de détection qui peuvent conduire en fait finalement à des erreurs de détection. Et je pense qu'en effet, il y a peut-être d'autres pistes à envisager. Peut-être en effet, l'IA peut être un point de départ qui va permettre en fait d'arriver assez rapidement vers une trace écrite relativement, on va dire, peu complexe mais condensée, et après travailler en effet avec les élèves sur la complexification de cette trace, et pourquoi pas sur une production finale qui sera plutôt sous la forme d'un oral, plutôt finalement que de la lecture en fait d'un écrit. Une petite activité pour finir très rapide que je fais souvent avec les élèves, c'est que je leur donne différents textes et je leur demande de m'indiquer celui qui a été généré par IA. Et on fait un petit exercice comme ça pour voir s'ils sont capables eux-mêmes de détecter, et on débriefe en leur demandant qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est une bonne pratique ou pas. Et ça permet d'ouvrir la discussion, parce qu'en général c'est aussi une occasion d'ouvrir la discussion entre l'enseignant et les élèves sur les usages de l'IA. Autre question? Faut pas être timide. Hein. Faut bien la main. J'étais pas sûre que c'est bon là. Bonjour, moi j'ai une question sur la responsabilité. Vous parliez des chatbots qui pourraient assister les enseignants dans leur mission administrative. Quelle est la responsabilité, enfin à qui va la responsabilité si un chatbot dit n'importe quoi, répond n'importe quoi, voilà, comment ça se passe? Imaginons que moi j'utilise en tant qu'enseignante un chatbot pour répondre à un parent d'élève. Ce chatbot fait n'importe quoi, qui est responsable? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le développeur? Comment ça se passe? Alors, moi je ne vais pas répondre au nom des producteurs de l'outil, mais je pense qu'effectivement, la difficulté, c'est qu'on va tous être confrontés à ce type de fausses informations ou de problématiques. Et je pense que là, on va devoir être très vigilant sur toutes les réponses. On ne pourra pas automatiser au jour d'aujourd'hui. Et par exemple, copier-coller un mail que nous aurait suggéré le chatbot à un parent d'élève au jour d'aujourd'hui, ça me paraît compliqué parce que j'ai peur qu'effectivement, on soit, nous en tant qu'usagers, on est quand même responsable pas de la production de l'IA, mais de l'usage qu'on en fait, il me semble. Voilà, ça c'est mon avis usager.
Peut-être pour compléter, effectivement, c'est la chaîne de responsabilité, c'est un vrai sujet. Une façon de tempérer, c'est de mettre un cadre éthique avec une charte. Ça, c'est très important. Et souvent, on le fait après avoir fait les premiers essais. C'est pas, la transparence, dire que ce qui est généré n'est pas généré par un humain et que ça peut être imparfait et que c'est basé sur des sources de documents que l'on cite. Donc nous, on s'engage aussi à ça dans nos outils, à avoir ce devoir de transparence. Et puis ensuite, il y a effectivement l'usage. Avoir des algorithmes qui soient suffisamment solides pour limiter les biais. Donc il y a un vrai travail invisible à faire sur les algorithmes. Mais nous, on s'engage, Microsoft, voilà, à ce devoir de transparence. Après, il y a aussi la question au-delà des sources et de la transparence, de scénarios d'usage. Donc là, effectivement, les réponses à des parents d'élèves, on pourrait considérer que c'est un premier niveau de support. Aujourd'hui, le support aux utilisateurs dans les entreprises, c'est un des premiers cas d'application que l'on trouve. Donc on pourrait imaginer un support parent. Imparfait, probablement, mais un premier niveau de support qui ensuite relaye sur l'humain si la réponse ne convient pas, si elle est incomplète, ou si elle semble fausse. Mais voilà, informer, transparence, affiner les algorithmes, mettre un cadre éthique, et puis encore une fois, il faut former, sensibiliser les parents pour qu'il n'y ait pas non plus de niveau d'attente qui soit orthogonaux à ce que l'outil est capable de produire. Et dernier élément sur la propriété intellectuelle, on pourrait l'étendre au principe de propriété. Nous, on s'est engagé à protéger les personnes qui généreraient, ou les entreprises qui généreraient du contenu à partir de copilotes, et on s'engage sur les frais juridiques si jamais une personne est mise en défaut sur une violation de propriété intellectuelle. Donc on s'engage également dans nos process et financièrement, le cas échéant, à protéger et à assurer aux utilisateurs que le contenu généré est libre de droit. C'est aussi un des éléments de confiance sur lesquels on a travaillé. Merci. Je pense qu'on est arrivé au bout de notre échange.